Donc je me présente, je m'appelle Jean-Yves Klein, on se présentera un peu plus tout à l'heure. Franck aurait aimé nous se joindre à nous aujourd'hui, mais il n'est pas là. Toutes nos pensées sont avec lui et nous avons Bonjour Klaus Herzmann. C'est un plaisir de partager notre passion avec vous aujourd'hui et en fait aussi un grand merci à nos sponsors. Sans eux, on ne pourrait pas partager la bonne nouvelle qu'on vous apporte aujourd'hui. Oui, bravo. Merci à ces sponsors. Et justement, on a une bonne nouvelle à partager avec vous. Et la bonne nouvelle est... Et la bonne nouvelle est, ah oui, avec un peu de retard, désolé. la bonne nouvelle est que il existe une méthode pour calculer la valeur financière de vos initiatives agiles. Voilà. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Eh bien, tout simplement parce que cette valorisation permet d'accéder à des nouvelles capacités de gérer, de piloter, de manager vos initiatives agiles. Ça fait une maille qui m'a manqué jusqu'à présent dans la chaîne de valeur, cette maillage entre vos initiatives et le sponsor. Des nouvelles capacités de manager. Et donc, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, en premier lieu, on parle du fait qu'on s'est décidé d'investir malgré les incertitudes. On s'est décidé d'investir malgré les incertitudes. Messieurs, dames, exactement de quoi à être euphorique. Je vois effectivement un tremblement de terre qui parcourt cette salle. Même Rémo ne reste pas insensible, fantastique. En fait, oui, c'est ça. Si on met ça un peu en perspective, savoir investir malgré les incertitudes. Après tout, nous sommes en train de gérer nos initiatives d'une manière agile parce qu'il y a incertitude. C'est ça que je suggère est au départ de cette envie d'être agile. Parce que justement, il y a incertitude. On ne veut pas faire un grand pas et plonger directement dans la piscine si on ne sait pas si l'eau est chaude et froide. OK? Donc, il faut gérer l'incertitude. Et cet investissement dans des initiatives incertaines qui sont donc gérées par l'agilité sont importants. Beaucoup des initiatives dans les entreprises sont importantes. Si on réfléchit juste à, ben, je vais investir dans des produits ou services innovatifs, hein, novatrices, qui vont au-delà du business as usual. Je vais investir dans des nouvelles technologies, dans des nouveaux marchés, dans la transformation interne, comme on a entendu hier par Anne, la transformation agile, la transformation digitale, vous l'appelez. Mais tous ces projets ont la particularité d'aller au-delà de vos habitudes, au-delà du business as usual. Ils sont donc plus risqués, plus incertains qu'habituellement et cependant, ils sont importants. On ne peut pas se passer de ces initiatives et donc ce qui est remarquable, c'est que bien sûr, on a raison d'aborder ces initiatives d'une manière agile et comme on va voir, il y a des bonnes raisons, y compris, on minimise les risques. Mais encore, il faut donc, savoir investir. Donc grâce au fait qu'on sait quantifier, calculer la valeur de vos initiatives agiles, ils sont agiles puisqu'il y a incertitude, donc on valorise des initiatives qui sont sujets à l'incertitude et ben, grâce à cette capacité de valorisation, de quantification de valeur de ces initiatives, d'un seul coup, nous sommes capables d'investir. Et donc, on établit les liens avec les sponsors. Les sponsors parlent finance. Il faut avoir le vocabulaire. Et donc, nous sommes, avec cette méthode, donc capables d'apporter une maille qui a jusqu'à présent à manquer. Donc, je suis tout à fait d'accord, vous avez bien eu raison de mettre en scène ici un tremblement de terre. C'est tout à fait ça, c'est assez remarquable. Et on va discuter ça plus loin. Qu'est-ce que ça implique de savoir décider d'investir? Ensuite, la capacité de quantifier, de calculer, nous permet aussi d'optimiser notre initiative proprement dite. Donc, on regarde juste le scope de cette initiative et on se dit, alors, comment je me prends pour apporter le maximum de valeur avec cette initiative? Donc là, puisqu'on sait quantifier,
On s'est décidé. Je vais donc décider, quel est l'arrangement de mon initiative. Est-ce que je vais commencer avec des investigations techniques ou commerciales? Et j'avais une cliente justement qui se posait toujours cette question. Traditionnellement, ils ont commencé avec l'investigation technique. Ils ont développé des produits. Ensuite, ils ont regardé est-ce que ça marchait et parfois ça allait et parfois non. Ils se sentaient bêtes et ils ont dit: «Mais alors, peut-être on devrait commencer par le commercial?» Et ben, la réponse est: «Ça dépend. Il faut calculer et lorsqu'on calcule, on connaît les chiffres, on sait décider ce qu'il faut faire». On revient aussi sur cet aspect de l'optimisation. Mais puisqu'on sait calculer, on sait aussi comparer entre de multiples initiatives agiles. On sait dire laquelle apporte plus de valeur qu'une autre. Et donc ça nous donne un moyen précieux et objectif pour dire: «Voilà où est-ce que j'ai envie de mettre mes jalons, où est-ce que je mets les priorités». Jean-Yves va aussi explorer ça, en détail. Et aussi, eh ben, une chose qu'on entend facilement lorsque nous proposons à nos sponsors une initiative agile. D'accord, elle est agile, c'est bien, mais au juste, qu'est-ce que les sponsors vont avoir en retour de leur investissement? Qu'est-ce qu'ils vont avoir? À quoi est-ce qu'on peut se committer, s'engager, sachant que c'est agile? On va voir. Waouh, pas facile, OK? Et bien sûr, voilà. Et donc voilà les usages, la valeur qu'apporte cette capacité de savoir calculer la valeur de nos initiatives agiles. Et donc voilà, ça c'est quasiment notre agenda qu'on vous propose. Juste au départ, nous vous proposons de bien sûr commencer par: mais alors comment on va façonner, les initiatives agiles pour que, leur valeur financière puisse être calculée? Une fois qu'on a compris ça, donc conceptuellement, hein, je ne vais pas vous faire une cours de cette valorisation, ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, on peut donc juste, comprendre les concepts pour ensuite, voilà, décliner les usages et les bénéfices qui sont listés ici en point 2, 3, 4, 5. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? OK, alors allons-y. En fait, la recette est assez simple. Finalement, on commence d'abord à se dire: «Mais si tout se passe bien pour mon initiative agile, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qui me fait rêver? Pourquoi les initiateurs ont des yeux qui brillent? Pourquoi ça les fascine?» Et en fait, il s'agit de capter ça, de ne pas cacher ça. S'agit de dire: «Si tout se passe bien, voilà la valeur que ça crée». Et pour mesurer la valeur que ça crée, il nous faut prendre une périmètre produit, c'est-à-dire non seulement on s'intéresse à la phase de développement, mais on s'intéresse aussi à la phase, de commercialisation. Lorsque je commercialise, je vais donc créer des retours sur investissement que je prends en compte pour décrire la valeur que, cette initiative peut produire et je m'intéresse justement à la question optimiste, ce qui nous fait rêver, ce qui nous donne cette envie d'y aller. Et je vais, en fait, décrire ces étapes de nos projets par petites composantes. Donc j'utilise ici, la métaphore des Lego. Donc ici, un Lego jaunâtre ou orange qui représente donc, ce scénario, optimiste et nous sommes capables de le décrire. Nous sommes capables de nous projeter dans une situation où tout se passe bien, où les prix de vente sont plutôt élevés dans notre marché, où le les quantités de vente, donc le part de marché qu'on a est plutôt bon et où les coûts sont plutôt, bien contigus. Donc on essaie les décrire. Voilà la première étape. On dit de quoi on parle, de quoi on rêve. En deuxième étape, on va dire: «D'accord, mais c'est une rêve, hein». Et donc même quand on est capable de dire de quoi on rêve, on peut aussi dire: «Mais d'accord, mais pour y arriver, je fais des hypothèses. Je fais des hypothèses que certaines, conditions sont réunies pour que ce scénario optimiste, ait lieu». D'accord? Donc je peux lister ces incertitudes. Des incertitudes comme faisabilité faisabilité technique, accueil marché, acceptance réglementaire. Vous le dites, vous le mentionnez, vous le décrivez dans votre scénario.
D'accord, et avec ça en tête, on conçoit justement, des étapes. Des étapes, voilà, qui ici sont représentées par des briques Lego en bleu. On adore les Lego, Ouais, c'est vrai. c'est assumé. Ouais, 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 et en fait, voilà, en fait, l'idée, c'est que chacune de ces incertitudes qu'on a listées doit être investiguée par cette brique. Donc permettez-moi un petit zoom sur cette étape. Donc on se dit, voilà, nous concevons notre démarche avec des étapes et soyons clairs, nous sommes libres de concevoir les étapes comme bon nous semble. Et donc, bon, dans les démarches agiles, nous faisons naturellement face à des incertitudes, mais là, dans la recette que je vous ai montrée, nous sommes très explicites sur les incertitudes. Donc on dit: «Voilà, j'ai tant d'incertitudes pour arriver à mon scénario optimiste et je veux concevoir des étapes où chaque étape investigue une incertitude. Elle investigue. Donc à nous d'être créatifs. Donc s'il s'agit de dire: «OK, je suis incertain sur la faisabilité technique de mon produit», bon peut-être je vais tenter de faire une proto, quelque chose comme ça, OK? Donc je imagine ce qu'il faut faire, de façon à ce que j'ai une résolution à la fin. Donc je observe les résultats et cette capacité d'observation est absolument importante, OK? Parce qu'une fois que j'ai observé le résultat de ce qui était préalablement incertain, je peux ensuite procéder à un pilotage agile de la suite de mon initiative. Je peux donc décider sur la suite de mon projet selon les résultats qu'on vient d'observer, mais aussi selon les choix qui, à ces moments-là, sont disponibles. Des choix qui, à ces moments-là, sont disponibles. Et en fait, dans la langue parlée, on parle des options. Et c'est exactement ça. Une option, c'est rien d'autre qu'un choix qui est libre, un choix qui est disponible. Et ces choix, on le prend en connaissance de cause, suite à ce qu'on a appris, suite à ce qu'on a appris sur ce qui que préalablement était incertain. Donc ça définit une option dans le langage parlé et voilà, rolling drums, ça définit aussi, une option financière. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Dès lors que nous avons conçu notre projet de cette manière-là, où chaque brique investit, est face à une incertitude, je suis capable d'observer les résultats de cette incertitude et troisièmement, je peux, j'ai la flexibilité, l'adaptabilité, l'agilité, vous l'appelez comme vous voulez, pour décider sur la suite et ben, je détiens une option et c'est une option financière. Donc je suis capable de mettre une valeur financière sur une telle construct. Voilà, donc je dispose donc de maintenant des étapes qui sont conçues d'une manière adéquate et je suppose, nous sommes d'accord que c'est énormément, proche, à une démarche agile, si ce n'est pas intégralement le cas. Et donc, eh ben, il ne reste qu'assembler ensuite, toutes ces étapes pour, couvrir l'intégralité de notre périmètre de notre initiative agile et c'est le scope le périmètre produit. Donc on prend bien en compte la phase de développement et aussi la commercialisation qui nous donne un retour sur investissement et c'est ça la valeur financière, qui in fine, on veut accéder. Donc si on fait simple, je vous donne un exemple, ce que ça donne. Sans surprise, ça donne une arborescence des possibles cheminements. Et ça, c'est un exemple que j'ai vécu, lorsque j'étais compliqué. Si je vous la montre, donc juste, il y avait une première incertitude sur la faisabilité technique d'un nouveau produit, IT innovant. Qu'est-ce que nous avons fait? On a dit: «On va construire un prototype». Donc nous allons avoir une première étape où on investit. Cet investissement me permet de progresser. Ça a une durée. Donc ça a besoin d'être estimé, hein. J'ai besoin de savoir combien de temps ça prend, quels sont les moyens qui sont nécessaires, in fine, quel est l'investissement nécessaire et donc je effectue cette étape. À la fin, j'arrive à un résultat et ben, ces résultats, je l'observe.
Et c'est sans surprise parce que cette phase, cette étape était conçue pour que je sois en position de pouvoir observer les résultats. Donc suite à cette observation du résultat, je peux ensuite faire usage de mes choix qui sont à ces moments-là disponibles. Donc si le prototype n'est pas faisable, bien sûr, je vais m'arrêter. Stop. C'est un choix que j'ai. Mais un autre choix qui est à ma disposition, c'est, eh ben, si le prototype est faisable, donc la faisabilité technique est donnée, eh ben, j'ai l'option, j'ai le choix de continuer avec l'étape suivante en investissant juste dans cette étape et cette étape suivante était, on s'est imaginé, autour de la question commerciale: «Est-ce que les clients vont bien accueillir notre produit?» Donc on s'est dit: «Ben, très bien, on vient de s'efforcer de faire un prototype. Si c'était faisable, et ben, c'est ça ce qu'on va montrer aux clients». Bien mieux que les PowerPoints, n'est-ce pas? Et ben, très bien, donc on montre ça aux clients, donc hop, investissement, ça a une certaine durée. Et à un moment donné, hop, c'est terminé, c'est effectué, tsac, je observe le résultat et rebelote, vous voyez le principe, nous nous sommes dit, même si c'est techniquement faisable, mais les clients ne veulent pas de ces produits, eh ben, il s'agit de s'arrêter. C'est ça notre choix. Par contre, si on ne s'arrête pas, heu, voilà, techniquement c'est faisable, les clients en principe accueillent bien le produit, eh ben, on a donc raison d'investir, cette fois-ci des gros sous pour, développer une version 1 et en même temps faire aussi des préventes, des pre-sales pour, avoir une perception de voilà, comment ces produits va être, accueillis. Et ensuite, ben, à la fin de ça, de cette phase-là, donc non seulement on a développé le produit version 1, mais on a aussi, une conviction sur son succès sur le marché. Et là aussi, on a une incertitude, hein. On peut tout à fait dire: «Bah, peut-être si je lance la version 1, bon, elle a du succès assez bon, donc ça me donne ici des retours sur investissement qui sont montrés ici sur les feuilles sur les briques jaunes, hein, donc 5, 6, ainsi de suite, agrégé, hein, 65, d'accord. Mais peut-être, hein, peut-être les ventes de la version 1 se présentent même très bien avec des retours d'investissement assez substantiels. Auquel cas, nous nous sommes dit: «Alors si c'est comme ça, nous allons persévérer. Nous allons encore plus loin. Nous allons prendre la liberté de pousser plus loin, de faire la R&D pour la version 2. Donc on va encore une fois investir pour faire la version 2. En attendant, on vend la version 1, mais une fois que c'est fait, eh ben, on passe la version 2 et on a encore une retour sur investissement plus fort. Voilà voilà le projet commence à s'articuler. Vous voyez, c'est pas tellement compliqué, hein. Il y a juste 3 incertitudes qui étaient en jeu. C'était c'était technique, marché et est-ce qu'on a envie d'aller à la version 2? Est-ce qu'on veut persévérer ou pas? Voilà. Voilà notre déroulement. Hem, voilà l'arborescence et nous sommes en train de dire: «Voilà les possibles cheminements de notre projet» et c'est ça ce qu'on montre au départ aux sponsors pour les décisions. OK, voilà donc voilà. Alors maintenant, ce qui est remarquable, c'est puisque nous avons conçu les étapes ici, toutes les étapes, de façon à ce que, in fine, ça représente des options. Nous avons la capacité de les valoriser financièrement comme options et les mots techniques barbares pour ça s'appelle des options réelles, des real options, des options réelles. Et bien sûr, je ne vais pas me perdre à faire une course sur cette finance-là, mais il y a quelques propriétés assez importantes à savoir. La première, c'est si je fais ces calculs de la valeur d'une option réelle, je trouve que c'est la somme de 2 choses. La vanne. La vanne, c'est assez répandu, c'est une mesure financière qui est très classique, que vous connaissez peut-être depuis la nuit des temps, parce que classiquement, même depuis les projets waterfall, on a toujours utilisé la vanne comme mesure classique de création de valeur. C'est une mesure de création de valeur. Et encore aujourd'hui, c'est une bonne mesure pour les projets waterfall, linéaires. Et d'ailleurs, j'espère que les entreprises ont des projets de ce type-là parce qu'il faut quand même avoir des projets qui sont linéaires parce qu'ils sont prédictibles, donc à risque, assez bas et donc il faut avoir ça dans son portefeuille. Mais ce qui est maintenant remarquable, c'est que
On peut montrer que la valeur de ces options est égale à cette valeur d'une voie donc rigide, elle est représentative d'une démarche rigide, linéaire, plus la valeur de l'agilité. Quelle folie! On sait, en fait, avec ça, calculer la valeur de la folie, de la l'habilité. Ma folie, l'habilité. Donc, vous voyez, on est capable maintenant de dire, conclure, premièrement, grâce à la démarche agile qu'on a pris, nous créons de la valeur et elle est mesurable. Les options réelles, c'est juste le thermomètre que je mets sur votre projet. Mais rien que le fait qu'on a pris une démarche agile au lieu de rigide apporte une valeur et on est capable de la quantifier. Et donc, c'est ça qui est assez bluffant. Donc, pour ceux qui s'intéressent, à la valeur de la résilience lorsqu'on est plutôt dans l'opérationnel et incertain, est-ce que les semi-conducteurs pour ma voiture vont être livrés? On rêve bien sûr de cette résilience, de cette agilité, de cette adaptilité. Donc, oui, on rêve parce que ça crée la valeur, ça coûte quelque chose, par exemple, avoir un stock de ces semi-conducteurs, disponibles. Mais est-ce que ce coût pour le stock est justifié? Eh ben, voilà, vous avez un cadre objectif pour le décider. Voilà, voilà pour comment façonner, ces initiatives. Donc la clé est vraiment d'avoir ces étapes qui peuvent être représentées comme options. Et vraiment, ça c'est très, très, très proche, si ce n'est pas exactement des étapes agiles. Il est important de s'efforcer d'observer un résultat. Observation d'un résultat équivaut constat de valeur. Observation de résultat équivaut constat de valeur. Waouh! OK! Je couvre point 2 après, Jean-Yves, tu es dans les starting blocks, décider d'investir, malgré les incertitudes, j'ai mentionné. C'est précieux. C'est précieux parce que, hem il y a beaucoup d'initiatives qui préparent notre avenir, notre capacité dans l'avenir de produire ce que les clients vont préférer. C'est ça qui mérite le label stratégique. Ce n'est pas du business as usual, c'est incertain. Donc c'est précieux d'être capable de réagir. Pourquoi? Premièrement, parce que, il nous faut en fait trouver une façon d'accéder à ces initiatives au risque financier minimal, au risque financier minimal. C'est ça la clé. On ne veut pas faire des choses incertaines en mettant toute la mise, OK, et jouer au casino de Monaco. On ne veut pas faire ça. Parce qu'on ne peut pas prendre autant de risques. C'est pas pour autant qu'on ne peut rien faire, parce que si on fait rien, on prépare l'avenir et on est mort dans l'avenir. Donc il faut être capable de mener ces initiatives à bien. Et l'agilité est la bonne clé et la finance des options réelles, met juste les thermomètres pour dire: «Oui, voilà le cadre rationnel pour y arriver». Donc la démarche agile en soi minimise les risques financiers, mais pas que. Aussi les risques personnels. J'ai lu récemment un article de McKinsey en début juin, où ils disaient qu'ils estiment qu'ils ont interrogé des cadres qui ont dit, ils estiment que 85 des cadres ont jugé que pour des raisons personnelles, la peur personnelle, la plupart, si ce n'est pas toutes les initiatives innovatrices n'ont pas lieu. Les gens ont peur d'aller plus loin que le business as usual parce que si on fait quelque chose risqué, ce qui n'est pas connu, eh ben, ça peut ne pas se passer bien et en fait, ça peut avoir un impact négatif sur leur carrière. Donc, hem, cette démarche ici, elle enlève ces risques personnels tout simplement parce qu'au départ, on montre aux sponsors ce qui peut se passer. Au départ, on dit: «Voilà, si on investit, on crée une valeur sur, l'option sur la suite qui vaut la peine. Suite à ça, on va apprendre et si on apprend qu'il vaut mieux s'arrêter, eh ben, arrêter n'est pas signe d'échec. Arrêter, c'est signe d'apprentissage. Nice. Fail fast, comme dit Google, fail fast, OK? S'il faut apprendre que c'est pas une bonne voie, on est content de l'apprendre plutôt tôt que tard, lorsqu'on a mis beaucoup de temps et de ressources dans cette idée. Donc vous voyez, ça nous enlève pas mal de risques. Aussi, ça nous enlève les risques financiers d'ailleurs, si je montre ça sur cet arbre, parce que vous voyez que les gros investissements
sont repoussés à un horizon de temps où on aura résolu les incertitudes. Donc ça, c'est précieux et ça évidemment va réduire nos risques. Et aussi, il y a un investissement étape par étape. Et je investis aussi longtemps que justifié, mais je m'arrête aussitôt que nécessaire. Donc voilà les mécanismes principaux pour diminuer les risques financiers. Et last but not least, rapidité. Rapidité des décisions. Si vous ne disposez pas de la méthode adéquate pour mesurer la valeur financière de vos projets, à savoir sur ces projets, vous appliquez la fameuse VAN, la Net Present Value, vous allez arriver à aucune conclusion. Vous allez être dans la confusion, vous allez être bloqué et les gens vont perdre un temps fou pour aboutir à une décision. Et si jamais ils vont y arriver. Ok. Donc, donc, et perdre du temps dans vos initiatives qui pourtant sont censées de préparer votre avenir, votre compétitivité. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre probablement. Ok. Et comme dit Peter Drucker, vous ne pouvez pas acheter du temps. Si vous avez raté, vous avez perdu du temps, la rattraper, c'est très, très, très difficile, si ce n'est pas impossible. Donc cette rapidité, elle est importante. D'où elle vient? Dans un premier lieu, elle vient du fait qu'on dit, voilà les cheminements possibles. On dit ce qui pourrait se passer, mais on ne dit pas ce qui va se passer. Donc on s'affranchit de cette idée de devoir prédire l'avenir pour pouvoir décider. Non, on n'a plus besoin de ça. Nous raisonnons en options. Si je investis ici, je m'achète l'option sur la suite. Si je investis ici, l'option sur la suite. Et si je investis ici, je m'achète l'option sur ces valeurs-là, etc. Donc on raisonne comme ça. Voilà ce qui fait qu'on gagne du temps précieux et ce qui est effectivement très important pour notre compétitivité. J'ai des clients qui disent time to market, c'est super important parce que lorsque nous sommes les premiers, ce sommes nous qui mettons avec nos nouveaux produits des standards de facto. Très important. OK, savoir décider, dernier point, avant Yves, tu donnes les starting blocks. Savoir décider. Ça touche aussi aux plateformes techniques qu'on met en œuvre. Donc les CTO du monde qui se disent toujours, mais comment je obtiens du budget pour mes initiatives techniques, les enabler epics, les plateformes techniques, je sais pas. Parce que ces initiatives techniques, ils n'ont pas un retour sur investissement direct dans la mesure où ils ne sont pas des business cases commerciaux. Alors comment justifier? Eh ben, avec les options, vous disposez de la solution. Le raisonnement est très simple. On dit, si j'investis ici dans une plateforme technique, eh ben, cette plateforme technique me donne un retour sur investissement qui est tout simplement égal à la valeur de l'option sur les business cases commerciaux, sur les usages commerciaux que je peux faire. Et donc ça, c'est un exemple que j'ai vécu auprès d'un de mes clients, qui ont fait une plateforme qui était autour de big data. Et grâce à cette plateforme, ils étaient capables de faire quelque chose qu'ils ne savaient pas faire avant, à savoir, ils étaient capables de dire on va faire des nouveaux produits commerciaux qui vont avoir leur propre business case. Voilà, les voici. Et ces business cases, ils sont représentés par la valeur d'option au départ. Et c'est ça mon retour sur investissement sur ces plateformes. Donc, d'un seul coup, tous les CTO du monde, ils disposent d'une rationnelle pour là aussi savoir décider rapidement. Voilà, donc voilà la première utilisation de cette capacité de savoir calculer. Qui est un bénéfice, je crois, qui est assez substantiel. Et je laisse la parole à Jean-Yves. Voilà. Donc maintenant, on va commencer à parler d'optimisation de la valeur. Donc, comme l'a dit Klaus, on a défini tous nos rails avec tous nos aiguillages, avec où est-ce qu'on va poser nos wagons, ainsi de suite. Et derrière, on va commencer à évaluer pour chacune de ces briques pour se dire, ben voilà, combien va me coûter cette brique. Donc, c'est le fameux chiffre en rouge. Et là, de ma perception, de quand j'avais des équipes à gérer, quand vous posiez la question à un développeur ou à une équipe de développement, combien va me coûter ce, ce petit truc à développer? Si moi je savais que ça faisait à peu près 20, on pouvait me répondre 5, on pouvait me répondre 20 et on pouvait me répondre 60. Et les trois avaient raison. 5, c'est si on fait pas ci, si on fait pas ça, si tout se passe bien, je te le tiens en 5.
20, c'est la moyenne. Mais par contre, si ça se passe mal, si ça se passe mal, si ça se passe mal, je te garantis qu'en 60, ça sera fini. Donc c'est pour ça qu'avec les options réelles, on va être capable de pouvoir se dire, si tout se passe bien, ça va me coûter 6. J'ai 25 de chances que ça me coûte 6. Si je suis dans la norme, ça va me coûter 10. J'ai 60 de chances que ça me coûte 10. Et le reste, c'est si tout se passe mal, ça va me coûter 13. Et ça veut dire que dès l'estimation, dès les phases d'estimation, je vais prendre en compte cette notion d'option réelle pour pouvoir rajouter dans ma planification toute cette articulation qui va nous permettre d'être au plus près de la réalité et de gérer toutes les options qui vont se passer dans notre projet. On ne va pas garantir que ça va être telle ou telle option qui va se faire. Mais les différents chiffres de probabilité vont nous dire qu'on est certain qu'on gardera et qu'on restera sur les rails sur lesquels on est en train de s'engager. Et si on va un peu plus loin, donc voilà, si on va un peu plus loin, on est aussi capable de réorganiser complètement notre projet. Donc vous voyez, on a une stratégie 1 sur le projet, telle que l'a décrit Klaus, où on a toute cette phase de prototype qu'on présente au client, et puis ensuite on fait le développement, et puis ensuite on se pose la question, est-ce qu'on fait une V1, est-ce qu'on fait une V2? Et ce que nous amène Klaus, c'est que justement on est capable de complètement valoriser tout ce chemin-là. Mais aussi, on est aussi maintenant capable de complètement reconstruire et de repenser complètement notre projet pour se dire, bah, si je prends un peu plus de risques, si je prends et que je pose mes développements 6 mois plus tôt, donc je prends bien plus de risques. Parce que si j'arrête le projet alors que j'ai déjà commencé mes développements, c'est de l'argent perdu. Donc, j'ai 2 stratégies. Ou bien je la joue comme tout en haut, je ne prends pas trop de risques, mais je tiens un temps de développement, mais je garde un projet qui va être livré en plus de 3 ans. Ou bien je prends plus de risques, et là, je tiens un temps de développement qui sera sur moins de 3 ans. Mais ça veut dire que si je prends plus de risques, c'est exactement comme à la bourse, ben, je risque de perdre plus. Donc, on va ramener ça au niveau du PMO, on va ramener ça au niveau de l'entreprise pour se dire, de notre entreprise, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut prendre plus de risques ou est-ce qu'on veut sécuriser tel ou tel budget? Donc, encore une fois, avec les options réelles, vous allez pouvoir comparer différentes stratégies. Et ce qui va vous amener justement des chiffres pour pouvoir discuter avec des gens qui ont un joli costume, à qui vous allez demander de l'argent. Et derrière, en toute connaissance de cause, vous allez pouvoir amener des éléments de décision et amener ces chiffres qui vont vous permettre de proposer directement votre engagement. Alors maintenant, une fois qu'on a décidé de l'engager notre projet, on va être aussi capable de travailler sur tout notre portefeuille de projets. Et dans notre portefeuille de projets, on va se permettre de suivre complètement la création de valeur et de vérifier, projet par projet, qu'on est bien aligné sur quel projet est vraiment en train de créer de la valeur pour justifier et vérifier que tout se poursuit comme sur les rails qu'on a écrits, et être aussi capable de se dire, bah, qu'est-ce que ça me coûte si je déporte ce projet-là par rapport à un autre, si je repriorise, combien va me coûter le fameux cost of delay, le vrai WSJF. Et derrière, je vais aussi pouvoir me permettre d'aller bien plus loin dans un vrai pilotage de portefeuille. C'est de me dire quel est le projet que j'arrête, quel est le projet que je relance. Ce qui va nous permettre d'éviter d'avoir nos fameux indicateurs pastèques, vert autour, rouge dedans, en se disant que tout va bien. Vous aurez des vrais éléments chiffrés pour vous dire, là, j'ai vraiment créé de la valeur, ce projet-là se passe bien, ce projet-là est sur les rails, ou ce projet-là, il commence déjà un petit peu à déraper. Et on va aller de plus en plus loin pour pouvoir piloter notre PMO. Et encore une fois, on a mis un petit projet au milieu, là, qui est un projet waterfall. La méthodologie que nous proposons est complètement indépendante du fait que dans la brique, ce soit du waterfall, ce soit de l'agile ou que ce soit de l'hybride. Ce n'est pas un problème. L'objectif, c'est que sur chaque brique, on ait posé la question de se dire, à la fin de cette brique, voilà l'incertitude qu'on veut résoudre et voilà ce que ça devra nous donner. On estime qu'il y a 10%, 60%, 50% de chances d'aller sur une V2 ou d'aller sur une V1, ainsi de suite. Et au fur et à mesure de l'avancée de notre checkpoint, là maintenant on est au checkpoint 3, on est capable de réajuster complètement nos différents pourcentages et derrière de se dire, bah,
au vu de ce qui s'est passé sur d'autres projets, on s'aperçoit que nos prototypes se passent bien, donc on va pouvoir lancer tel autre projet ou ainsi de suite. Donc on va améliorer notre capacité à piloter les projets. Vous êtes toujours avec moi? 10 minutes? OK. Maintenant qu'on a réussi à piloter et à gérer complètement notre projet, on va être capable de prendre nos engagements malgré toutes ces incertitudes. C'est-à-dire que l'engagement qu'on va prendre, c'est de se dire: «Voilà la roadmap, voilà le rail de chemin de fer qu'on va se proposer de suivre, voilà les différents aiguillages que l'on prévoit, voilà à ce jour, les différentes probabilités qu'on a estimées pour se dire que on a une chance sur 2 de faire la V2, on a une chance sur 3 de rater notre proto, donc on a 2 chances sur 3 de le réussir, ainsi de suite. Donc, on est capable de poser les différents investissements. On sait combien ça va coûter de faire le prototype, on sait combien ça va coûter de faire le développement. On est capable de se dire les différentes chances qu'on a sur les différents aiguillages. Et avec le logiciel de Klaus, on est complètement capable de valoriser toutes les étapes. Et c'est ça ce qu'apporte le logiciel, c'est-à-dire que par cette valorisation de toutes les étapes, donc les chiffres que vous voyez dans les petites briques, on est parfaitement capable d'annoncer la valeur qui va être créée. Et donc, à partir du moment où on est capable de faire ça, l'engagement qu'on va prendre, c'est de se dire, nous, équipe projet, on va suivre ce qu'on a écrit sur les rails. On sait qu'on a des incertitudes, on les a posées, elles vont évoluer certainement au niveau des pourcentages, mais plus on va avancer, plus ces pourcentages vont être affinés, et plus on sera certain de là où on va aller. Mais au moment où on lance le projet, on est 2 ans avant de se dire: «Est-ce que je lance une V2 ou pas?» Pour l'instant, j'estime qu'il y a une chance sur 2. Et donc plus on va avancer, plus cette valorisation va nous permettre de garantir à nos sponsors que tous les projets se passent bien. Et donc notre engagement, c'est de gérer ce parcours fidèle par rapport à l'arborescence sur laquelle on s'est engagé. Vous êtes toujours avec moi? Et donc, résumé des bénéfices. Alors, nous permettre de intensifier l'innovation. Plus on va pouvoir être capable d'amener des éléments de valorisation de tous nos projets, plus on va pouvoir rassurer tous les donneurs d'ordre pour se dire: «Telle initiative, ça peut rapporter tant, ça peut coûter tant, il y a tant d'options. À vous de nous dire si on lance ou si on lance pas». Mais nous, spécialistes de la technique, spécialistes du comment, on a compris votre why. Avec ça, on a construit ce réseau ferré et on est capable de vous dire: «Voilà ce que ça veut dire». Maintenant, quelle stratégie on va prendre? Est-ce qu'on va faire plus tôt? Est-ce qu'on va faire plus tard? On a tous les éléments pour décider. C'est ce qui va permettre de gagner en sécurité, c'est ce qui va nous permettre de nous rassurer par rapport à tous les investissements qu'on fait et donc d'améliorer la culture d'innovation qu'on a dans l'entreprise. On sait que ça peut s'arrêter, c'est normal. Comme l'a dit Klaus, c'est du fail fast. On est capable de dire où est-ce qu'on est capable de s'arrêter au plus tôt, mais en même temps, on est capable de rassurer cette capacité d'innovation. Et tout ça de plus en plus rapidement. Donc on va être capable de donner un feedback bien avant la fin d'un projet. À chaque étape, on est capable de valoriser. Et donc, encore une fois, on va pouvoir maximiser la création de valeur dans nos initiatives agiles. Oui, je suis désolé, je vais très vite, je suis désolé pour toi. Et donc, ça va nous permettre de piloter notre portefeuille de façon agile. Et dans ce portefeuille qui est de l'agile, de l'hybride, du waterfall, ça ne pose aucun problème. On est capable, parce qu'on a modélisé avec les briques que nous a présenté Klaus, on a complètement modélisé tous nos développements de façon stratégique et ou de façon tactique sur chacun des embranchements. On est capable de rassurer et de valoriser tout ce qu'on est en train de faire. Et donc, Et bien sûr, on voit dans votre beaux yeux que vous avez envie d'en savoir plus et bien sûr, on se tient disponible à 14 h pour nous trouver ici, hein. juste pour résumer, hélas, Franck n'a pas pu se joindre à nous. Il est consultant en amélioration des process, il est coach agile,
Il travaille sur la gouvernance, il est spécialisé sur, tout ce qui va être, ITIL, CMMI, il y a plein de choses amusantes. Moi, je suis coach agile. J'accompagne des équipes, agiles depuis 2008. J'ai accompagné l'agilité dans l'informatique, le marketing, la mécanique, l'électronique, le juridique et plein de choses amusantes. J'ai la chance d'accompagner certaines personnes dans plein de communautés, que ce soit Open Serious Game, que ce soit sur plein de choses amusantes et donc je suis aussi formateur sur tout ce qui va être discipline agile, et un petit peu de safe et plein de choses amusantes. Voilà et moi, je suis donc spécialiste de cette méthode de la finance, de l'innovation, de l'agilité, de la résilience, qui porte donc le nom barbare, Real Options, options réelles. C'est un sujet qui me passionne, que j'enseigne à plusieurs business schools ensemble avec la stratégie d'entreprise, parce que ça va très de pair, n'est-ce pas? Stratégie, finance, innovation, ça va de pair. Donc, c'est ce que j'enseigne à des écoles comme EDHEC Nice ou HEC Paris, dans les programmes de Masters in Finance ou MBA, et cetera, ou Executive Education. C'est une méthode que j'ai apportée, j'ai utilisée dans les entreprises où je travaillais, comme des entreprises de papeterie. Qui aurait cru ça? C'est très, très innovant. Comme d'entreprises, comme une grande entreprise qui vend des billets d'avion. Parmi mes clients, il y a des opérateurs de flotte de satellites, des assurances, des innovateurs des matériaux de construction époustouflants, etc. Et donc, pour apporter cette capacité de calcul, je suis justement éditeur de software, et vous voyez un petit screenshot là, éditeur de software de façon à ce qu'on puisse vraiment se concentrer sur l'utilité et les bénéfices de cette méthode et ne pas se perdre dans les méandres du calcul financier que j'enseigne, certes, mais ça prend 15 heures. Donc, si vous voulez pas investir ces temps-là, voilà, c'est accessible à travers ce logiciel. Et bien sûr, n'oubliez pas les rôtis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouh là, plein. Magnifique! Hem, Moi, j'ai une question. Ma spécialité en matière de conception logicielle, c'est de concevoir des logiciels qui ne soient pas rentables. À savoir, des logiciels où la valeur créée, est répartie sur la communauté et où c'est conçu pour justement ne pas pouvoir être, centralisé, pour ne pas aller vers des investisseurs, puisque justement l'idée c'est de faire des outils, open source, financés, ou s'ils vont vers les investisseurs, si les investisseurs c'est du crowdfunding, puisque, l'idée c'est que ce soit les utilisateurs, qui soutiennent les projets qui leur servent. Hem Et du coup, quand la valeur n'est pas centralisée, à quel point est-ce que, on arrive à la mesurer aussi? Hem, je dirais non, on n'arrive pas. Parce qu'en fait, là, on pose la question de la création de valeur pour, informer une décision d'investissement. Donc elle est même centralisée quelque part. Donc, et vous avez peut-être remarqué que, avec ces arborescences ici, nous décrivons en fait qué nos incertitudes, mais nous sommes en train de les décrire. Donc on décrit, le inconnu connu. Voilà, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc voilà nos démarches. Si nous n'avons pas une décision à soutenir par cette démarche, pourquoi la faire? Si nous ne sommes pas capables de décrire les inconnus connus, parce qu'ils sont justement inconnus inconnus, ça ne marche pas non plus. Par contre, mon expérience est que souvent nous sommes dans les cas de inconnus connus. Pourquoi? Parce que nous sommes capables de dire de quoi on parle. Parce que nous savons dire ça. Et nous savons dire quelles sont les incertitudes sur le chemin. Donc, typiquement, les gens sont très à l'aise avec cette démarche et elle est justement rapide parce qu'on décrit ce qui pourrait se passer et pas ce qui va se passer. Donc, mais dans cet exemple-là, je ne verrais pas pourquoi on s'efforce de faire ces genres d'exercices parce que le crowdfunding est là. Les gens se disent, j'ai le gut feeling que oui, je soutiens. Comme moi, je soutiens Wikipédia. Il n'y a pas un business case pour ça, donc il ne faut pas exagérer. Merci pour la question, hein. J'ai jamais c'est une bonne question aussi. Bonjour, moi j'ai juste une question du coup quand je vois les cartographies des différents cas qu'on peut avoir avec les différentes options. Globalement, vous de votre expérience, vous diriez que ça met combien de temps à mettre en place justement une cartographie avec les différentes options dans les projets que vous gérez?
Alors, c'est super rapide. Bien sûr, ça dépend, mais grosso modo, ça part vraiment ici. Là, il faut comprendre de quoi on parle. Là, il faut se donner le temps. Il faut comprendre les besoins clients, comment on va se positionner, qu'est-ce qu'on va vouloir produire. OK, donc là, il faut prendre son temps. D'accord? Et bien sûr, ça peut prendre plusieurs mois, 6 mois, et cetera. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on pose un cadre et c'est un cadre qui utilise des éléments qui sont par ailleurs connus lorsqu'on fait du business casing, donc lorsqu'on fait des calculs de la vanne, en anglais net present value. Donc on parle ici de quel prix de vente unitaire on parle, et cetera. Quelle quantité de vente. Donc on est capable de discuter autour de ça et donc ensuite les autres scénarios qui peuvent avoir lieu aussi, on peut les discuter. Donc ça, c'est assez rapide et ensuite et ben, ces autres phases ici, ça dépend, il faut les designer et là, c'est en fait, assez habituel, hein. On vous dit et je reviens à ce qu'il disait Anne hier, on vous donne des OKR, j'ai besoin d'avoir un key result qui m'observe la faisabilité. Faites. Et ben, l'équipe y va. Faites. OK, l'équipe dit: «OK, on imagine de faire ça, on va faire une proto, ça va coûter tant et cetera». Donc le temps de faire ce genre d'estimation de ce détail. Donc c'est sans pareil plus rapide que, le classique où on dit: «Non, on imagine qu'on va être là», hein, parce que les gens, ils aiment bien de s'imaginer ça et ensuite ils prennent peur parce qu'ils disent: «Mais est-ce que c'est vrai? Hein, est-ce que c'est vrai ce business case-là à 2 000 000 000 et ben, êtes-vous sûr?» Enfin, c'est bien qu'on fait rêver, mais êtes-vous sûr? Et ensuite, voilà, si on se donne pas le moyen de raisonner comme on vient de discuter, mais on dit: «Je suis sûr», oh là là! Les discussions ne vont pas aider et finir et c'est là où on perd un temps qui est absolument comparable, insupportable et qu'on ne va plus jamais rattraper. Merci. OK. Déjà, c'est une considération parce que moi, j'avais justement un problème sur la contractualisation de l'agilité. Comment vendre l'agilité et avec, votre logiciel, je vois déjà, une possibilité et là, c'est plutôt la question, est-ce que vous l'avez déjà utilisé pour contractualiser l'agilité que vous voulez mettre en place? Contractualisé, non, puisque c'est en interne que ça a été développé que ça a été utilisé par des grosses entreprises assez riches. Donc c'est pour ça que, comme tu parles de stratégie en interne, tu ne te poses pas la question de comment est-ce que je vais le faire. Tu te dis, voilà, telle étape, elle va me coûter à peu près 1 an, il faut que je mette à peu près 40 millions là-dessus. Après, est-ce que tu vas être en forfait ou en AT, c'est un autre débat. Mais tu te dis, je pars pour 1 an de développement et j'aurai quelque chose. Par contre, oui, exactement ça et je voudrais juste, rajouter peut-être un élément là-dessus. Hier à table, on a discuté exactement la question, mais en termes de vente de nos prestations d'agilistes, est-ce que ça va aider? Et j'aurais envie de dire oui, parce que ce qu'on dit là, et ben, c'est ça renvoie à la décision de nos clients de dire: «Oui, je veux entamer ces projets-là, et j'ai besoin d'un cadre de décision». Et nous avons vu que des anciens cadres de décision qui sont: «Allez, je joue au casino de Monaco, je investis, on verra bien ce que ça donne». Non, ça ne marche pas. Est-ce que pour autant donc je ne vais pas le faire? Non plus. Et en fait, cette démarche, elle sécurise même les clients parce que nous sommes en train de dire: «On y va pas à pas». Parce qu'il y a incertitude. C'est pour ça, en premier lieu, qu'on est agile. Et puisque nous sommes agiles, eh ben, nous accompagnons ça avec un investissement agile. Et puisque l'investissement est agile, il est sujet à moins de risques et donc les clients peuvent donc se décider. C'est ça, en fait, le meilleur des 2 mondes, hein. Je veux si j'investis en disant: «Allez, je joue au casino de Monaco, je mets le» eh ben, je favorise l'accès à l'opportunité, mais je prends des risques. Si je fais en inverse, je je joue sans risque, mais j'ai pas accès à l'opportunité. Et là, vous avez la stratégie qui réunit les 2 des 2 mondes. Puisque j'accède à chaque investissement pas à pas, donc j'ai un accès à l'opportunité, tout en gérant les risques, financiers et même personnels. Et c'est ça l'idéal pour tous ces genres de projets. Et donc on peut avoir un rationnel pour les vendre. Bonne question, merci. Oui, bonjour. D'abord, bravo pour la présentation qui était très claire et votre enthousiasme me donne vraiment envie d'utiliser la méthode, absolument. Bienvenue au club. Non, mais
c'est super intéressant. Alors juste, je suis désolé, question néophyte. Qu'est-ce que vous entendez exactement par projet waterfall? Ah. Ah, j'ai une deuxième question. Ah, cycloré, OK. Et deuxième question, vous indiquez la valeur égale van plus, la valeur agile. Comment est-ce que vous définissez du coup cette valeur, comment vous la définissez exactement? Parce qu'un projet waterfall, c'est que la vanne, on va dire, donc j'imagine que c'est que du financier quelque part? Non? Ou enfin Si, la vanne, en fait, le calcul de la vanne est vraiment le reflet d'une approche waterfall. On dit, je suis linéaire, je suis prédictif. Et je jette pas la pierre, hein. J'espère pour les entreprises qui sont sûres de certains de leurs initiatives parce que c'est business as usual, comme par exemple, je fais une nouvelle version d'un produit, très bien. Et on a besoin de ça pour avoir du cash, pour fonctionner aujourd'hui, pour justement financer notre avenir. Donc, très bien qu'il y ait ça. Donc, lorsque c'est linéaire, prédictible, la description du projet dit donc, aujourd'hui, je fais tout ça,
minutes, on n'a pas tenu non plus. Mais ce qui est remarquable, que ce que vous montrez là, c'est un vrai projet. Hein. C'est ce que vraiment j'ai vécu. Donc, ça n'a pas besoin d'être forcément énormément complexe. Hein. Même auprès j'ai un client qui opère une flotte de satellites géostationnaires, eh ben, ils ont des topologies toutes simples, une seule option. Ils ont 26 use cases pour ça. Donc, voilà, tout dépend des cas. Voilà, ça n'a pas besoin d'être très complexe. Hein. Il y avait encore une question, je crois, là-bas. Je viens chercher la question. Je suis trop curieux. Il n'y a que des bonnes questions ici. Allez-y. Merci. Donc la question, c'était par rapport aux incertitudes. En fait, quand vous dites investir dans les incertitudes agiles, on parle plutôt des projets qui ont un risque élevé, non? En fait, parce qu'après, on peut décider de les implémenter de manière agile ou de manière plus ancienne, waterfall, Ouais. cycle en V, non? Ça, c'est la C'est- matrice de Stacey qui va te répondre en te disant, en fonction de la complexité du projet, est-ce que la technologie, la technique est sèche ou pas? Et en fonction des demandes clients, est-ce que c'est complètement sec, il sait exactement ce qu'il veut ou on ne sait pas trop ce qu'il veut? Tu vas te retrouver sur cette matrice de Stacey qui va te représenter une réalité en te disant: «Je suis dans du monde simple, je suis dans du monde compliqué, je suis dans du monde complexe, je suis dans du monde chaotique». Dans le monde chaotique, la techno, elle est pas sèche et le client, il ne sait pas ce qu'il veut. Donc là, c'est ce qui va te permettre déjà dans un premier temps de te donner sur cette macro-étape ta gouvernance en te disant: «Voilà, je sais exactement ce que je dois faire sur cette étape. Les spécifications ne doivent pas changer, la techno ne va pas changer. On peut se permettre de faire du cycle en V». Ou alors, le client, il ne sait pas trop ce qu'il veut et ça va beaucoup bouger. On a énormément d'incertitudes sur tout ce qu'on doit pouvoir rajouter. Donc on veut se permettre ce que nous avait dit, ce que d'autres ont dit aujourd'hui, qui est de se dire: «On va se garder une certaine latitude au niveau du PO pour rajouter de la valeur» et dans ce cas, on va le faire en agile. Voilà, et voilà, pour compléter tout à fait la réponse, en fait, tout mécaniquement, on peut se dire, mais qu'est-ce qui veut dire incertain en fait? À quel point le projet est incertain de façon à ce que j'ai envie de basculer d'un mode linéaire, prédictif, représenté par la NPV, vers un mode agile qui est représenté avec les options réelles. En fait, c'est assez simple. On peut dire, ah bon, regardons les différents scénarios qui peuvent se produire et calculons en fait la net present value. Est-ce qu'elle est toujours positive dans tous les cas de figure? Bah, j'y vais. J'ai pas besoin de me poser question. Je mets l'avant sur la table. Parfait. Par contre, dès lors que je constate, non, il y a des cheminements où c'est négatif, où je perds d'argent, c'est plus aussi gagné. Et c'est là, en fait, où dans la réalité, on fait des analyses. On dit pour chaque cheminement, et c'est là où je peux peut-être brièvement vous montrer l'analyse des logiciels. Donc là, dans mon logiciel, j'ai représenté cette même arbre. Et ce qu'on va faire, c'est en fait cette analyse-là. On se dit, voilà les différents schémas qui sont possibles vu les valeurs qu'il y a. Et ces schémas-là, ils peuvent être assez profitables, un peu moins profitables, ou aussi perdre de la valeur. Il faut se rendre compte de ça. Et dès qu'on est dans un cas où j'ai des zones rouges significatives, je constate qu'il y a incertitude à un point où d'abord j'ai envie de procéder d'une manière agile. Et puisque c'est agile, mon thermomètre de financier n'est plus la NPV, mais c'est les options réelles. Ça répond à la question? Ok, ça marche. Ok, merci. Merci à vous. Juste un petit rappel, on peut se retrouver ici à 13h30 pour une séance de présentation du PO Dojo. C'est une autre manifestation qui est organisée par Okiwi. Et puis, je pense qu'on peut applaudir Jean-Yves et Klaus. Merci beaucoup. Merci. Oui, à 14h, il y a le forum ouvert.